Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Présidentielle libanaise, Slimane Frangieh dit mener la même bataille que Michel Aoun, alors que le patriarche maronite estime que personne n'a le droit de paralyser le pays et ses institutions. En Irak, les djihadistes de Daesh gagnent encore du terrain et s'emparent de la plus grande raffinerie de pétrole du pays. Plus d'un demi-million d'habitants de Mossoul ont fui les combats. En Espagne, malgré les appels au référendum sur l'avenir de la monarchie, le Congrès des députés espagnols vote massivement l'abdication du roi Juan Carlos, ouvrant la voie à l'avènement de Felipe VI. Et à suivre également dans ce journal, J-1 avant le coup d'envoi du Mondial 2014 au Brésil, Dilma Rousseff souhaite la bienvenue aux supporters du monde entier et assure que son pays est fin prêt à accueillir la compétition internationale. Le patriarche maronite appelle les députés à élire immédiatement un président et à arrêter tout travail législatif conformément à l'article 75 de la Constitution libanaise. S'exprimant à l'ouverture des travaux du synode à Abkelke, Marb Shararahi a qualifié la situation d'honteuse et d'inacceptable, estimant que la non-élection d'un chef de l'État est une violation de la Constitution et du pacte national. Selon l'article 75 de la Constitution, la Chambre réunie pour élire le président de la République constitue un collège électoral et non une assemblée délibérante. Elle doit donc procéder uniquement, sans délai ni débat, à l'élection du chef de l'État. Le chef de l'Église maronite a également appelé les candidats à la présidence, les responsables du 8 et du 14 mars, ainsi que les syndicats, à prendre des initiatives courageuses pour débloquer la crise, car selon lui, personne n'a le droit de paralyser le pays et ses institutions. Slimane Frangieh s'est lui entretenu avec le chef du courant patriotique libre Michel Aoun à Rabieh. Le leader du courant des Malada a assuré que les deux hommes mènent la même bataille, appelant ceux qui sont intéressés à mener leur véritable représentant à ce poste chrétien. Frangieh a par ailleurs affirmé que le Liban aura finalement un président qui représente les chrétiens. Il estime que le 14 mars est conscient que son pari dans la région a échoué et c'est pour cette raison qu'il veut maintenant amener un candidat centriste à la tête de l'État. Et l'Alliance du 14 mars a justement réitéré ce mercredi son appel à accélérer l'élection d'un nouveau président de la République. À l'issue de sa réunion hebdomadaire, le secrétariat général a souligné l'urgence d'une élection pour garantir la pérennité des institutions étatiques. Le 14 mars a enfin affirmé soutenir les demandes du comité de coordination syndicale en ce qui concerne la grille des salaires, estimant toutefois qu'elle ne doit pas être incompatible avec l'intérêt public et national. Et puis justement, au terme d'une journée marathon rythmée de revirements et de menaces, un compromis a finalement été trouvé in extremis entre le ministre de l'Éducation et les syndicats. Les examens officiels décalés d'une journée pour le brevet auront lieu vendredi et la semaine prochaine. Mais la correction n'est pas encore assurée et attendra l'adoption de la nouvelle grille des salaires du secteur public. La séance parlementaire consacrée à l'étude de la grille des salaires a été reportée au 19 juin, faute de quorum. Plusieurs blocs parlementaires du 8 et du 14 mars sont mis en garde contre les répercussions négatives du financement de la grille sur l'économie libanaise. L'Irak au bord du chaos, les insurgés sunnites continuent leur progression et s'emparent de la cité pétrolière de Baïji. La raffinerie de la ville, la plus grande du pays, a été désertée par les 250 gardes qui la protégeaient. Ils contrôlent aussi désormais Mossoul, deuxième ville du pays, prise hier après d'intenses combats impliquant des centaines de combattants djihadistes. Plus d'un demi-million de civils ont fui les violences à Mossoul et sa région. Certains sont contraints de fuir à pied. L'eau potable manque à l'intérieur et autour de la ville et les réserves de vivres sont maigres. Des mosquées ont été converties en cliniques pour soigner les blessés. Le gouvernement a demandé au Parlement de déclarer l'état d'urgence et annoncé qu'il va armer des citoyens pour se défendre face aux combattants de l'État islamique en Irak et au Levant. L'EIL a par ailleurs revendiqué la prise de la province de Ninive et prévenu qu'il compte poursuivre ses conquêtes territoriales. Les pays occidentaux qui soutiennent la rébellion en Syrie commencent à modifier leur position en prenant conscience du danger que représentent les filières djihadistes chez eux. Voilà les propos tenus par Bachar el-Assad lors d'un entretien. Le président syrien estime que les États-Unis et l'Occident commencent à envoyer des signaux de changement car le terrorisme est désormais sur leur sol. Il faisait référence à la fusillade du musée juif de Bruxelles qui a fait 4 morts le 24 mai et pour lequel un Français d'origine algérienne au profil djihadiste et qui est passé par la Syrie a été arrêté.
Et puis fin mai, les États-Unis ont annoncé qu'un Américain avait commis un attentat suicide dans le nord de la Syrie. Dans un instant, direction New York pour la signature de l'autobiographie d'Hillary Clinton. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info de Futur TV. Barack Obama a appelé son nouvel homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi pour le féliciter de son investiture. Selon la Maison-Blanche, les deux hommes ont insisté sur leur rattachement au partenariat stratégique entre Washington et le Caire. Le président américain lui a réaffirmé son soutien continu aux aspirations politiques, économiques et sociales du peuple égyptien. Élu fin mai avec 97% des voix, Abdel Fattah al-Sisi a été investi dimanche président d'Égypte, près d'un an après avoir renversé le président islamiste Mohamed Morsi, alors qu'il était chef d'état-major de l'armée. À cette époque, Barack Obama s'était abstenu de qualifier cette initiative de coup d'État, ce qui aurait contraint les États-Unis à interrompre leur aide à l'Égypte. Un mot à présent sur le dossier du nucléaire iranien. Depuis lundi, des négociateurs américains et iraniens mènent à Genève des discussions bilatérales sur le programme controversé de Téhéran. Des consultations doivent également avoir lieu avec les Français. Selon Laurent Fabius, le point majeur d'achoppement dans les discussions concerne le nombre de centrifugeuses du programme nucléaire iranien. Le chef de la diplomatie française s'exprimait sur les ondes de France Inter. On l'écoute. Notre position est de dire le nucléaire civil pour les Iraniens, ils peuvent l'avoir, mais la bombe atomique non, parce que ça aurait des conséquences absolument dramatiques dans l'ensemble de la région. Nous avons avancé sur un certain nombre de points techniques. Par exemple, il y a toujours d'ailleurs un réacteur très préoccupant à Arak, qui est un réacteur qui est dit plutonigène, et nous avons vu, s'il y a la volonté nécessaire, comment transformer ce réacteur plutonigène pour qu'il ne puisse pas donner de bombe atomique. Mais nous butons encore sur un point absolument majeur, qui est le nombre de ce qu'on appelle des centrifugeuses. Nous disons, il peut y avoir quelques centaines de centrifugeuses, et en ce moment, les Iraniens sont sur une position de dire nous en voulons plusieurs centaines de milliers. Donc on n'est pas du tout dans le même cadre. Évidemment, s'ils maintiennent leur position, ça ne sert à rien d'avoir plusieurs centaines de milliers de centrifugeuses si on ne veut pas aller vers la bombe atomique. Donc la question qui va être posée dans les semaines qui viennent, c'est est-ce que les Iraniens réellement acceptent de renoncer à la bombe atomique ou pas. Nous le souhaitons, bien sûr. Quand je dis nous, c'est pas seulement nous les Français, parce que là-dessus, nous sommes unis, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, plus l'Allemagne. Mais évidemment, il faut que les Iraniens acceptent de renoncer expressément à l'arme nucléaire, et ces conversations ont pour but de les tester. Hillary Clinton veut-elle briguer la présidence des États-Unis en 2016 ? L'ancienne chef de la diplomatie américaine et candidate malheureuse aux primaires démocrates de 2008 va faire durer le suspense un peu plus longtemps. Elle a débuté hier à New York la promotion de son nouveau livre Hard Choices, qui sera traduit par Le temps des décisions dans la version française. Un livre déjà prévendu à 1 million d'exemplaires. 2 millions de personnes ont déjà annoncé qu'elles soutenaient l'ancienne secrétaire d'État si elle briguait le poste suprême. Selon certains, l'accueil qui sera réservé à son livre lors de sa tournée pourrait peser dans la balance. Des interviews ont d'ailleurs commencé à déminer tous les sujets qui pourraient empoisonner une éventuelle campagne. L'attaque de Benghazi, le fantôme de Monica Lewinsky, la relation d'Hillary Clinton avec le président Obama, sa santé, son âge, ou encore les millions de dollars amassés avec le président Clinton en faisant des discours. Les députés espagnols ont voté massivement la loi qui permet l'abdication du roi Juan Carlos. Ils ouvrent ainsi la voie à l'arrivée sur le trône du prince héritier Felipe, un scénario inédit depuis le retour à la démocratie en 1978. Par 299 voix pour, 19 contre et 23 abstentions, le Congrès a voté cette loi qui doit être approuvée par le Sénat le 17 juin. Les quelques voix dissonantes proviennent notamment des petits partis de gauche ou régionaux qui réclament un référendum sur l'avenir de la monarchie. Le futur roi Felipe VI doit prêter serment devant le Parlement le 19 juin prochain. Les scandales qui ont entaché la fin du règne de Juan Carlos et les affaires de corruption visant les partis politiques ont poussé les Espagnols à douter de leurs institutions. Mais selon un récent sondage, seule une minorité d'entre eux souhaite la fin de la monarchie. Nouvelle négociation de paix en Colombie. Après les FARC, Bogota entame un processus de paix avec l'ALN, l'Armée de libération nationale, seconde guérilla d'extrême gauche du pays, avec 2500 combattants. Le président colombien sortant, Juan Manuel Santos, a annoncé la nouvelle 5 jours avant le second tour de la présidentielle à laquelle il est candidat.
Il compte sans doute sur cette annonce pour décrocher un second mandat dimanche. Lors du premier tour, il a été devancé de près de 4 points par l'ancien ministre Oscar Zuluaga. Ce proche de l'ex-président Álvaro Uribe est un farouche opposant au dialogue actuel avec les FARC. J-1 avant le coup d'envoi du mondial 2014 au Brésil, quittant ses bras à la planète foot. Dilma Rousseff a souhaité la bienvenue aux 600 000 étrangers qui affluent pour la compétition. Dans une allocution radio-télévisée, la présidente brésilienne a assuré que son pays est prêt, sur et en dehors des terrains, à accueillir le plus grand événement sportif planétaire avec les JO. Le mondial a été critiqué pour son organisation chaotique malgré les plus de 10 milliards de dollars déboursés. Une somme qui a conduit des centaines de milliers de Brésiliens à manifester depuis un an. Et puis les 32 équipes participantes continuent d'arriver au Brésil à la veille du début de la Coupe du Monde. Les Bleus sont arrivés à Ribeirão Preto, leur camp de base brésilien dans l'état de São Paulo, où ils ont été accueillis par plus de 2000 supporters. L'entraîneur Didier Deschamps s'est réjoui de la ferveur que suscitent les Bleus au Brésil. Écoutez. Oui, ils sont heureux, ils sont contents, ils sont fiers d'être là et c'est une étape supplémentaire puisque hier soir on a mis le pied ici au Brésil, donc voilà, on va rentrer dans le vif de la compétition, donc oui, il y a beaucoup de joie, ça se voit, ça se ressent, et des prédispositions ou des dispositions plutôt qui sont très bonnes dans le travail aussi. C'est l'équipe de France. Sans Ribéry, ça c'est depuis un petit moment qu'on le sait. Donc. Après, ça sera à nous de démontrer sur le terrain qu'on est capable et d'être compétitif. Ton expérience de Première Ligue qui pourrait être bénéfique? C'est vrai que j'aime le contact, j'aime l'impact physique. Je suis pas quelqu'un qui va rechigner à ça et vous faites bien de le souligner, j'ai pu me frotter aux défenses un peu rugueuses anglaises et c'est un atout pour moi que de pouvoir avoir ce genre d'opposition chaque week-end. Et donc j'espère bien m'en servir contre le Honduras parce qu'ils vendront chèrement leur peau. Quelles sont vos impressions sur l'accueil notamment des Brésiliens? Super accueil de la part des Brésiliens. On a été très bien accueillis, que ce soit à l'aéroport ou au camp de base. Donc franchement, on est très content d'être arrivé ici. Beaucoup de gens te voient comme une potentielle star de cette Coupe du Monde. Ça fait peur ou ça fait envie? Star? Je ne serai jamais une star, non. Pour moi, je ne suis pas une star. Et pour moi, c'est juste... je suis amoureux du football. J'aime le football et je donne ma vie pour le football. C'est juste un plaisir, c'est mon travail maintenant. Donc moi je joue au football, si je peux faire plaisir à plein de personnes en jouant au foot, c'est aussi mon objectif. Et voilà, mais ça fait toujours plaisir quand même d'entendre des choses comme ça. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Présidentielle libanaise, Slimane Frangieh dit mener la même bataille que Michel Aoun, alors que le patriarche maronite estime que personne n'a le droit de paralyser le pays et ses institutions. En Irak, les djihadistes de Daesh gagnent encore du terrain et s'emparent de la plus grande raffinerie de pétrole du pays. Plus d'un demi-million d'habitants de Mossoul ont fui les combats. En Espagne, malgré les appels au référendum sur l'avenir de la monarchie, le Congrès des députés espagnols vote massivement l'abdication du roi Juan Carlos, ouvrant la voie à l'avènement de Felipe VI. Et puis, J-1 avant le coup d'envoi du Mondial 2014 au Brésil, Dilma Rousseff souhaite la bienvenue aux supporters du monde entier et assure que son pays est fin prêt à accueillir la compétition internationale. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et à bientôt.